Bonjour, aujourd'hui présentation du sujet du diplôme national du brevet 2022, épreuve de mathématiques. L'objectif est de vous faire un corrigé rapide de chacun des exercices de ce sujet. On commence assez vite par regarder l'ensemble, donc sur lequel vous avez 5 exercices à 20 points. Vous pouvez observer très rapidement, donc le premier exercice, je vais commencer par celui-là, un exercice de géométrie. Au vu de la figure, on repère assez vite un triangle rectangle, un deuxième trait en rectangle en face à face, et donc du coup, on se dit que l'on va avoir forcément Thalès et Pythagore qui vont servir. Alors, je ne lis pas l'énoncé en détail. On me demande dans un premier temps de démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Repérage rapide sur la figure. AC est ici, BD est ici. Effectivement, elles ont l'air parallèles. Pourquoi est-ce qu'elles seraient parallèles? Elles le sont grâce aux angles droits qui sont ici. Elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AB. Nous effectuons notre effort de rédaction. On sait que BD est parallèle à AB, perpendiculaire, pardon, perpendiculaire à AB, que AC est perpendiculaire à AB. Or, si deux droites sont perpendiculaires avec même trois droites, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, AC est parallèle à BD. C'est terminé pour cet exercice. À la question suivante, on vous demande en nombre de pas la largeur AC de la rivière, c'est-à-dire celui-ci. Donc AC. Alors, on pourrait penser à Pythagore, mais malheureusement, vous ne connaissez pas la longueur de CE. Ici, vous ne pouvez pas utiliser Pythagore. Par contre, vous savez que vous avez deux triangles en face à face avec des droites parallèles. Vous reconnaissez une configuration de Thalès. Configuration de Thalès. Donc, on précise la rédaction. J'insiste sur le fait que le point E appartient au segment AB, que le point E appartient au segment CD. Vous pourriez aussi formuler sous la forme AEB, CED sont respectivement alignés en cet ordre. J'insiste sur le fait que AC et BD sont parallèles. Donc là, ici, j'ai bien donné mes hypothèses de départ. Donc, selon le théorème de Thalès, j'ai le droit de dire que les triangles EAC et EBD sont semblables, c'est-à-dire que EB sur EA est égal ED sur EC est égal BD sur AC. Alors, tout n'est pas à utiliser. Je vais forcément utiliser la fraction EB sur EA parce que je regarde EB et EA, je connais leur mesure. Je vais aussi forcément utiliser la fraction BD sur AC parce que AC est la longueur que je cherche. Donc, je réutilise ça. 5 sur 20 égale 1 sur AC. À ce moment-là, vous n'avez qu'à faire une règle de 3. Donc, 1 multiplié par 20 divisé par 5. Et vous obtenez le résultat 4. La largeur AC est donc de 4 pas. Question numéro 3. On me demande de montrer que la longueur CE vaut 13,3 mètres en arrondissant au décimètre près. Alors, CE, c'est cette mesure-là. Alors, on parle de mètres maintenant. Juste avant, on vous a dit qu'un pas, ça faisait 65 centimètres. Alors, juste avant, j'ai calculé AC. AC fait 4 pas. Donc, je connais deux mesures dans un triangle rectangle. Je peux calculer la troisième en utilisant Pythagore. Je fais le petit effort de rédaction, hein. Je rappelle que l'égalité de Pythagore n'est valable que parce que le triangle est rectangle. Je précise en quel point et j'écris mon égalité de Pythagore. Donc l'hypoténuse CE mis au carré est égale à la longueur de AC au carré plus la longueur de AE au carré. Après les calculs, vous trouvez CO au carré égale 416. Vous savez que vous vous débarrassez du carré en utilisant la racine carrée. Et donc là ici, attention, le résultat, il est en nombre de pas. Moi, je le veux en mètres. Donc, première chose, j'utilise le fait que 1 pas est égal à 65 centimètres. Donc, sur ma calculatrice, je fais racine de 416 fois 65. Elle me dit 1325,7 environ. C'est en centimètres pour l'instant. Mais du coup, moi, je le veux en mètres, donc je n'ai qu'à décaler ma virgule de 2 pas vers la droite. Alors, 13,257. Mais comme je veux arrondir au décimètre, je prends un chiffre derrière la virgule, je serai plus proche de 13,3 mètres. On enchaîne avec un calcul de vitesse. On nous dit qu'un enfant a lâché un bâton au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. Le bâton parcourt le chemin EC, dont on vous a dit juste avant qu'il faisait 13,3 mètres. Vous voulez la vitesse du bâton en mètres par seconde. Je me rappelle simplement que la vitesse est égale à distance divisée par temps. Donc la distance, vous savez qu'elle est de 13,3 mètres. Le temps, dans l'énoncé, on vous dit 5 secondes. Vous faites donc 13,3 divisé par 5. Une fois ce calcul fini, vous en déduisez donc que la vitesse du bâton est d'environ 2,66 mètres par seconde.
Alors, on vous demande, est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km par heure? Donc, pour faire la réponse à cette question, il faut convertir ceci en kilomètres par heure. Pour cela, une simple règle de 3 suffit. Si vous ne connaissez pas la petite règle de calcul, vous savez que vous faites 2,66 mètres en une seconde. Donc, vous voulez savoir en 3600 secondes combien ça fait. Ben, du coup, vous avez juste à faire 2,66 fois 3600. Vous trouvez 9576 mètres. Donc, si je la mets en kilomètres, ce sera 9,576. Vous n'oubliez pas de marquer votre conclusion. Je vous rappelle, nous on demandait est-ce que c'était bien inférieur à 10 km par heure. C'est effectivement le cas. Terminé pour cet exercice 1. L'exercice 2 est un questionnaire à choix multiples. Je repère vite fait les informations. Donc à chaque fois, j'ai trois réponses proposées. Une seule est exacte. Et on insiste bien sur le fait qu'aucune justification n'est demandée. Je me permettrai quand même de vous faire les justifications à l'oral. Pour la première question, on vous donne 2 figures. On vous demande quelle transformation a permis de passer, de la figure 1 à la figure 2. Donc vous voyez qu'il y a une petite flèche ici, qui est représentée à plusieurs reprises, qui symbolise du coup un glissement. Un glissement, c'est une translation. Ce n'est pas une symétrie parce que sinon la figure aurait été retournée et ce n'est pas une homothétie parce que sinon vous auriez eu un centre et pareil, vous auriez eu une déformation de la taille de la figure. Donc là ici, pour la question 1, réponse A. Question numéro 2. On vous donne une représentation graphique d'une fonction. On vous demande l'antécédent de 2 par la fonction g. Donc l'antécédent se cherche ici sur l'axe d'abscisse. Vous cherchez l'antécédent de 2, c'est-à-dire que 2, lui, vous allez le prendre ici. 2 est à cet endroit-là. Son point correspondant sur la courbe est ici. Et vous avez donc son antécédent, il n'y en a qu'un seul, c'est 1. Donc la réponse ici est la réponse B. Question 3. On vous donne, une formule, donc, une fonction, donc, et on vous demande laquelle des informations ici est exacte. Alors, bon, déjà, il y en a une que je supprime tout de suite. On me parle d'une fonction affine. Je vois que j'ai du x carré ici, ça ne peut pas être une fonction affine. On me propose donc, 29 et l'image de 2 par la fonction f, c'est-à-dire f de 2 égale 29 ou f de 3 égale 20. Donc, bah, c'est parti, on va faire les calculs rapidement pour vérifier. L'image de 2, donc je remplace x par 2 ici, ça fait 3 fois 2 au carré moins 7, donc 2 au carré 4, fois 3 12, moins 7 ça fait 5. Donc là ici, moi je vois que ce n'est certainement pas 29. Donc la réponse A est fausse. Je vais vérifier quand même la réponse B par acquis de conscience. Le calcul donne cette fois-ci 3 fois 3 au carré moins 7. 3 au carré, ça fait 9. 3 fois 9, ça fait 27. 27 moins 7, ça fait 20. En faisant très attention de bien respecter les priorités de calcul. À mon avis, c'est ça le piège qui est attendu ici. C'est les élèves qui se tromperaient sur les priorités. Réponse B. Question numéro 4. On vous donne une liste de valeurs. Donc, on vous indique bien qu'il y a 13 élèves. Donc, je sais qu'il y a 13 valeurs. On vous demande quelle est la médiane de cette série de valeurs. Attention, dès que vous avez une médiane, votre premier boulot, c'est de tout classer dans l'ordre croissant. Donc, vous avez commencé au brouillon à recopier cette liste en faisant bien attention de n'oublier personne. La médiane, c'est la valeur du milieu. D'accord? Donc là, ici, vous avez 13 valeurs. Donc, un petit truc que vous pouvez envisager de faire, tout simplement, c'est de prendre 6 valeurs au-dessus, 6 valeurs en dessous. Donc là, ici, j'en ai bien 6 au-dessus et 6 en dessous. Et du coup, j'ai une valeur qui se trouve ici au milieu, qui est 4,91. La bonne réponse est la réponse B. Il me reste la question 5, où on vous donne donc du coup deux triangles. On vous annonce qu'ils sont semblables et on demande par quel nombre on doit multiplier l'aire du triangle LAC pour obtenir l'aire du triangle BUT. Attention, il y a un piège. Première chose, vous cherchez le rapport d'agrandissement des longueurs. Alors, vous pouvez prendre n'importe lesquels, hein, 7,2 divisé par 4, 6,3 divisé par 2,1 ou 7,5 divisé par 2,5. À chaque fois, vous trouverez le même nombre. Donc, si vous calculez, ça fait 3. Donc, il faut multiplier les longueurs ici par 3 pour obtenir les longueurs ici. Mais attention, moi, je veux passer à l'aire. Il y a une petite propriété que vous devez connaître. Si vos longueurs sont multipliées par un nombre, k, alors les aires seront multipliées par ce nombre k mis au carré et les volumes par ce nombre k mis au cube. Donc là, ici, vous avez un petit calcul supplémentaire à faire. Vous devez calculer 3 au carré, ce qui fait 9. Les aires vont être multipliées par 9. Question numéro 5.
la réponse est la réponse C. Voilà, c'était la seule question avec un piège, ici, mais normalement vous avez révisé, vous ne vous êtes pas fait avoir. Et terminé pour la correction de cet exercice 2. On enchaîne avec l'exercice suivant, exercice 3. On a un exercice qui mélange probabilité et questions sur les, décompositions en facteurs premiers. Alors bon, je vous lis pas l'énoncé, on vous dit que vous avez le nombre 252 et on demande laquelle des propositions suivantes est la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors là ici, je les calcule pas toutes, mais je me doute qu'il y a un piège. À mon avis, elles sont toutes égales à 252, c'est à vérifier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce sont bien tous des facteurs premiers? Alors ici, 2, 3, 7, ce sont tous des facteurs premiers. Ici, 2, 7, facteur premier, mais 9, vous pouvez le décomposer en 3 fois 3. Là, ici, c'est pas une bonne décomposition. Là, ici, le 21, c'est pareil, vous pouvez le décomposer en 3 fois 7, donc du coup, ce n'est pas bon. Donc là, ici, la bonne réponse est la réponse 3. Éventuellement, une petite vérification à effectuer, c'est de vérifier que ce calcul-là donne bien le nombre 252. Je dois maintenant décomposer le nombre 156. Alors 156, je repère tout de suite qu'il est dans la table de 2. Mais c'est 2 fois quoi? Donc je vais utiliser ma calculatrice en même temps pour, le faire. 56 divisé par 2. Alors moi je sais très bien ce que ça fait, mais je peux utiliser ma calculatrice pour me rassurer. Ça fait 2 fois 78. Mais 78, je vois que c'est encore dans la table de 2. Donc, du coup, je vais décomposer 78 en 2 fois quelque chose. Donc, 2 fois 39. Si vous faites la division ici par 2, vous pouvez vérifier, ça fait bien 39. 39, alors il n'est plus dans la table de 2, mais je peux essayer. Tiens, il est dans la table de 3 peut-être. J'essaye de diviser par 3 et je vois que ça fait 3 fois 13. Donc, là ici, je suis à 2 fois 2 fois 3 fois 13. Alors 13, vous pouvez essayer, malheureusement, vous ne pouvez pas du tout le décomposer mieux que ça. Alors, la seule petite amélioration, c'est je peux écrire 2 au carré fois 3 fois 13 et c'est terminé pour cette question. Dans la question 2A, on vous dit que les 252 cartes feu et les 156 cartes terre, elle veut les répartir en paquets identiques. Donc, elle voudrait, en faire, du coup, de manière à utiliser toutes les cartes, donc pas de reste. Première question, peut-elle faire 36 paquets? Donc, ben, pour savoir si je peux faire 36 paquets, c'est est-ce que je peux répartir mes 252 cartes en 36 paquets et mes 156 cartes en 36 paquets? Donc pour ça, je vais juste regarder rapidement si ça tombe juste. Malheureusement, je m'aperçois que ce n'est pas le cas. 252, je pourrais bien faire effectivement 36 paquets de 7 cartes feu, il m'en restera 0. Par contre, mes 156 cartes terre, je suis embêté parce que je peux faire 36 paquets de 4 cartes, mais il va m'en rester, 14. Donc du coup, je ne peux pas faire 36 paquets. Vous pouvez répondre de cette manière-là en indiquant que, vous ne pouvez pas car 156 n'est pas divisible par 36 ou, 156 n'est pas dans la table de 36. Question petit b, on vous demande quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser. Donc pour cela, on a besoin de ce que l'on appelle le plus grand diviseur commun. Il existe plusieurs techniques pour trouver ce nombre. Alors, vous pourriez commencer par faire la liste de tous les diviseurs, mais c'est un petit peu long, on préférerait éviter. Alors, il y a une astuce, c'est de regarder, donc vous avez fait les décompositions en facteurs premiers. Donc, vous voyez que 252 et 156, ils ont 2 au carré en commun. Vous voyez que 156, il a un 3, mais que 252, il en a 2. C'est, lui, il a 3, lui, il a 3 au carré. Et là, ici, vous avez 7 et 13 qui ne sont absolument pas en commun. Donc, du coup, qu'est-ce que 252 et 156 ont en commun? Ils ont en commun 2 au carré et ils ont en commun un seul 3. Les rassembler pour obtenir le plus grand diviseur commun, qui est du coup 4 fois 3, qui est 12. Vous pouvez essayer. Il y a une autre technique qui est l'algorithme d'Euclide pour trouver le plus grand diviseur commun. On s'en fiche de la méthode, l'important c'est que vous l'ayez trouvé. Votre réponse est du coup que vous avez le plus grand nombre de paquets réalisables qui est de 12. Donc maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est combien de cartes je vais mettre de chaque sorte dans ce paquet. Pour cela, vous avez juste à effectuer les divisions de 252 et 156 par 12. Donc ces paquets contiendront, donc 252 c'est 12 fois 21. Donc du coup vous allez mettre 21 cartes feu, 21 du coup vu que c'est féminin, et 156, donc c'est 12 fois 13. Donc dans vos 12 paquets, vous pourrez mettre 13 cartes terre. Donc voilà, j'ai la composition des paquets qui est donnée. Vous avez une petite question de probabilité. On vous dit qu'on fait un tirage au sort, donc que l'on prend une carte complètement au hasard parmi toutes les cartes
et qu'on demande la probabilité d'avoir une carte de type terre. Donc ben, déjà, combien est-ce que j'ai de cartes en tout? Je fais le calcul 252 plus 156 pour avoir le c'est-à-dire 408. On vous précise que les cartes sont indiscernables au toucher, donc vous avez le droit de dire que vous êtes dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque carte a la même chance d'être obtenue. La probabilité d'obtenir une carte terre est donc, vu que j'ai un total de 408 cartes en tout et que j'ai 156 cartes terres, ben 156 sur 408. En théorie, ça vous suffit à répondre. On peut éventuellement vous demander de faire un effort de simplification, mais c'est pas demandé dans l'énoncé. Donc cette réponse-là ici sera largement acceptée. Donc si vous simplifiez, voilà ce que ça donne. Vous obtenez 13 sur 34. Bon, cet exercice était assez court. Nous enchaînons avec l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, vous avez un exercice qui va vous parler de calcul littéral. Donc, et je vois ici qu'on va vous demander aussi un script avec Scratch. Alors, on vous donne un rectangle dont les côtés mesurent x-3 et x plus 7, un carré dont les côtés mesurent x. Donc, recopiez sur la copie celle qui correspond à l'aire du carré. Donc, pour obtenir l'aire d'un carré, vous faites côté fois côté. Vous faites x fois x. Donc, x fois x, c'est-à-dire x carré. Première réponse, très facile. On vous demande ensuite l'aire d'un rectangle. Alors, vous savez que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc là, ici, bon, la largeur, on peut dire c'est x-3, la longueur, c'est x plus 7, et pour avoir l'aire du rectangle, bon, bah, vous devez faire ce calcul-là. Donc l'aire du rectangle sera égal à x-3 fois x plus 7. Donc bien entendu, vous ne le laissez pas comme ça, vous allez devoir faire la double distributivité, donc c'est-à-dire x fois 7, moins 3 fois x, moins 3 fois 7. Donc, on va se permettre de calculer ça de tête. Donc, vous avez x carré. Alors, x fois 7, ça fait 7x. 7x moins 3x, du coup, ça vous fait 4x. Et 3 fois 7, 21. Donc, en n'oubliant pas le moins devant. Donc, voilà, la réponse est confirmée. Je passe à la question numéro 3. Vous avez un script, donc Scratch. On vous demande que ce programme doit renvoyer l'aire du rectangle lorsque l'utilisateur donne une valeur au nombre x. On insiste sur le fait que x doit être supérieur à 3. Juste pour explication, il faut que je prenne x plus grand que 3 parce que là, ici, il faut que je fasse quelque chose moins 3. Donc, si vous mettez un nombre plus petit que 3, vous allez avoir une largeur négative, ce qui sera embêtant. Alors, donc, on me demande d'écrire le contenu des trois cases vides des lignes 5, 6 et 7 en précisant les numéros de lignes qui correspondent à vos réponses. Donc, alors j'appuie sur la touche espace pour lancer le programme. Le programme doit me demander la valeur du nombre x, donc on va lui donner. Donc, le programme va enregistrer x dans le mot réponse, et donc vous devez mettre dans le nombre R le résultat du calcul x fois x. Donc là, ici, le R sert à enregistrer x carré. On vous demande donc d'ajouter un certain nombre de fois x au nombre R, puis d'ajouter un certain nombre au nombre R. Alors, il faut bien identifier de quoi on parle. On sait que pour avoir l'aire du rectangle, vous devez faire x carré plus 4x moins 21. Donc là, ici, il commence par vous dire je fais x fois x. Donc, il vous a avancé le x carré. Donc pour l'instant, le résultat, il est à x carré. Mais vous savez que vous devez ensuite ajouter 4 fois x. Donc, bah, ajouter 4 fois x à R. Ça, c'est la ligne 5. Dans la ligne 6, vous devez encore ajouter quelque chose. Ben, vous savez que vous n'avez pas terminé, il faut ajouter moins 21. Donc ligne 6, ajouter moins 21 à R. Attention, n'oubliez pas le moins. Et enfin, dernière ligne, la ligne 7, dire regrouper l'aire du rectangle et ET. Donc en gros, le programme doit afficher cette petite phrase-là, l'aire du rectangle et. On attend un nombre, le nombre qui est à mettre ici, ben, c'est le résultat. Le résultat, c'est justement le nombre R. On vous dit que l'on a pressé la touche espace, puis saisi le nombre 8. Bon, ça veut dire qu'on a mis la valeur de x à 8. Ben, que renvoie le programme? Ben, à l'aire du rectangle quand x est égal à 8. Si vous voulez, vous pouvez le calculer de deux manières. Soit vous utilisez la formule que vous aviez tout à l'heure, celle-là, vous remplacez x par 8 et vous avez le résultat. Soit vous pouvez vous rappeler simplement que ben, vous voulez l'aire du rectangle, donc vous faites ici 8 moins 3, ça fait 5. Ici, 8 plus 7, ça fait 15. L'aire du rectangle, c'est 5 fois 15, 75. Donc, vous aviez bien 2 façons d'obtenir le résultat. Donc, n'oubliez pas votre phrase réponse. Le programme renvoie le résultat
du rectangle est 75. Alors, je ne sais pas s'ils sanctionneront le fait de ne pas avoir marqué la phrase. Je pense qu'ils mettront tous les points si vous avez trouvé le résultat 75. Mais en théorie, vous êtes censé marquer ce petit bout de phrase dans votre réponse. On vous demande une dernière question. Quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égal à l'aire du carré? Alors, plusieurs méthodes pour trouver la réponse. On peut très bien envisager que vous fassiez une méthode par tâtonnement, ou vous pouvez tout simplement faire un petit effort de mise en équation. L'aire du rectangle est égale à l'aire du carré. L'aire du rectangle, c'est x carré plus 14, plus 4x, pardon, plus 4x moins 21. Et vous voulez que ce soit égal à l'aire du carré, donc c'est-à-dire x carré. Donc, pour résoudre ce problème, vous pouvez commencer par faire moins x carré des deux côtés. Une fois que vous avez fait ça, à gauche, les x carrés ici s'en vont, il va vous rester 4x moins 21 et à droite, il va vous rester 0. Vous continuez. Donc, heu, vous savez que la technique, c'est de passer d'abord le moins 21 de l'autre côté, à droite. Vous faites plus 21. Vous allez vous retrouver avec 4x égale 21 et vous terminez en faisant la division par 4, 21 divisé par 4, ce qui va vous donner 5,25. La valeur à prendre, c'est x égale 5,25. Je vous invite à ne pas hésiter à vérifier ce résultat, en remplaçant x par 5,25 et en calculant les 2 r séparément. Donc terminé pour cet exercice 4. On n'a plus qu'un exercice à faire. L'exercice fait un petit peu peur parce qu'il y a pas mal de données, à l'intérieur. On vous dit qu'il y a une consommation qui pourrait être anormalement élevée lorsqu'il y a une fuite d'eau. On vous dit qu'on a une salle de bain avec, une vasque qui est cylindrique. Vous avez un robinet qui fuit avec 1 goutte par seconde. Vous avez en moyenne 20 gouttes d'eau qui correspondent à 1 millilitre. On vous donne les, mesures de la vasque et on vous rappelle des informations très sympas, comment est-ce qu'on calcule le volume d'un cylindre et on vous rappelle aussi qu'un décimètre cube est égal à 1 litre. Alors, ne pas avoir peur de toutes ces informations, il faut juste savoir lesquelles on doit utiliser. En raison de la fuite, montrez qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète. Rappelez-vous des informations de base, une journée, c'est 24 heures. Vous savez que 1 heure, c'est 60 minutes. Vous savez que 1 minute, c'est égal à 60 secondes. Là, ici, je peux commencer à chercher combien est-ce qu'il y a de secondes dans une journée. 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes, ça fait 86 400. Donc il y a 86 400 secondes dans une journée. Et comme dans l'énoncé, on vous disait qu'on perdait 1 goutte par seconde, bah, ça fait bien 86 400 gouttes. On vous demande de calculer en litres le volume d'eau qui correspond dans la vasque, qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite. On commence à rappeler qu'une semaine, c'est 7 jours. En 7 jours, chaque jour, j'ai 86 400 gouttes qui sont perdues. Je fais le calcul. Je suis arrivé à 604 800 gouttes en une semaine. Maintenant, j'ai besoin de transformer ça en litres. Alors, je me rappelle que 20 gouttes d'eau, c'est 1 millilitre. Là, ici, pour savoir le nombre de millilitres, mon 604 800, je vais le diviser par 20. Le résultat est 30 240. Donc, attention, c'est en millilitres. Donc, pour le mettre en litres, vous mettez, vous savez que vous avez les centilitres, les décilitres, les litres. Vous décalez d'une virgule à chaque fois. Vous êtes à 30,24 litres. La question 3 vous demande le volume de la vasque. La vasque est un cylindre. On vous a rappelé la formule du volume d'un cylindre. Donc, je dois faire pi multiplié par le rayon au carré. Alors, le rayon, attention, ici, on vous a donné le diamètre. Vous savez que le rayon, c'est la moitié. Donc, la moitié, c'est-à-dire 20. 20 au carré fois la hauteur. La hauteur, ici, on me dit 15. Donc, je fais pi fois 20 au carré fois 15. Vous arrivez à 6000 pi. 6000 pi centimètres cubes. Alors moi, je veux ça en litres. Pour transformer des centimètres cubes en litres. Alors bon, déjà, il faut se rappeler ce que c'est qu'un litre. Un litre, c'est un décimètre cube. Question, comment est-ce que je fais pour mettre des centimètres cubes en décimètres cubes? Alors, je vais déjà faire une petite approximation parce que le pi va nous embêter sinon. En faisant un arrondi logique, par rapport à la suite de l'énoncé, on peut voir 18 850 centimètres cubes. Excusez-moi, toute petite faute ici de frappe. Alors et on rappelle comment est-ce que l'on convertit, on va faire un petit tableau tout simplement.
Je vous rappelle que quand vous travaillez avec les volumes, donc du coup, il faut 3 colonnes pour les mètres cubes, 3 colonnes pour les décimètres cubes et 3 colonnes pour les centimètres cubes. Alors, donc on avait dit 18 550 centimètres cubes. Vous faites la conversion assez rapide. Et donc, du coup, si vous voulez les décimètres cubes, ici, vous en avez 18. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est après la virgule. Donc, c'est-à-dire 18,85 décimètres cubes. Ce qui vous permet, par conversion, donc d'obtenir directement 18,85 litres. J'arrive à la question suivante, la question numéro 4. La question numéro 4 vous demande tout bêtement si la vasque va déborder après cette semaine où l'eau aura coulé. Donc vous savez que vous avez 30,24 litres d'eau qui vont être perdus, qui vont tomber dans la vasque. La vasque ne peut contenir que 18,85 litres, donc forcément, ça va déborder. Pour répondre, vous dites juste que 31,24 c'est supérieur à 18,85, donc la vasque va déborder. J'arrive sur la toute dernière question de ce sujet de brevet, question numéro 5, et on aura terminé. Alors, cette question 5 est complètement indépendante de tout le reste de cet exercice. Alors, moi, je vais aller directement à la question. Calculer le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant entre 2004 et 2018. Donc, je devrais arrondir ce pourcentage à l'unité. Alors, 2004, qu'est-ce qui se passe en 2004? La consommation en 2004 est de 165 litres par jour. Donc, je repère l'information qui est utile. Ensuite, on me demande de comparer avec 2018. Qu'est-ce que l'on me dit sur 2018? En 2018, la consommation a baissé et elle a atteint 148 litres par jour. Donc, par jour et par habitant. Je n'ai pas précisé le par habitant, mais il fallait faire attention à cette information. Là, ici, les informations du 19e siècle sont totalement inutiles. Alors, donc la question, c'est de quel pourcentage ça a diminué? Vous regardez de combien ça a déjà diminué en nombre de litres. Donc, je suis passé de 165 à 148, vous faites une simple soustraction. Donc, vous êtes passé à 17 litres par jour. Donc maintenant, attention, je le veux en pourcentage. Pour l'avoir en pourcentage, vous prenez le 17. Je dois diviser par la valeur initiale, c'est-à-dire 165. Et je ne dois pas oublier de multiplier par 100 pour le mettre en pourcentage. Une fois le calcul effectué, vous n'avez plus qu'à faire votre phrase réponse. Donc j'ai directement arrondi à l'unité. Donc la consommation a diminué d'environ 10%. Voilà, cet exercice et ce sujet de brevet sont terminés. J'espère que cette correction vous aura été utile. Bonne journée.